Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors, Donald Trump va imposer des tarifs de 25% sur l'aluminium, sur l'acier qui rentreront aux États-Unis, et ce, peu importe leur provenance. C'est ce qu'il a déclaré à bord d'Air Force One en direction de la Nouvelle-Orléans pour assister au Super Bowl. Lui qui devenait d'ailleurs, il aime ça être le premier président en fonction à assister au Super Bowl. Yves-François Blanchet est chef du Bloc québécois. Bonjour, M. Blanchet. Bien le bonjour. Alors, dites-moi, ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez pris connaissance des intentions du président Trump? J'ai envie de vous dire, regardez au ciel, genre, mort, ça va être quoi cette fois-là? Il y a une propension du président des États-Unis à... Ça a l'air, on n'est pas dans sa tête, Dieu sait que je ne voudrais pas aller là, à improviser selon les circonstances, à vouloir capter l'attention, à impressionner l'auditoire du moment, que ce soit des journalistes ou que ce soit lors d'un point de presse ou lors d'un discours. Et j'ai l'impression que toute son organisation autour sont là pour ramasser les morceaux à chaque fois. OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quelle est la pertinence de lancer de façon tout à fait inopinée des tarifs sur l'acier et sur l'aluminium qui a été ajouté quand quelqu'un y a posé une question, alors que ça va faire très mal si c'est fait à l'économie américaine. Il y a quelqu'un autour de lui qui va dire « Excuse-moi, mon Don, mais tu vas nous faire mal avec ça. » Puis le téléphone va encore sonner. Puis l'industrie va encore dire à la Maison-Blanche « Faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Réfléchissez avant de parler, consultez les économistes. » Je pense que c'est ce qui s'est produit les autres fois et c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore été l'objet de tarifs au Canada et au Mexique parce que c'est nuisible, contre-productif et j'adhère pas à l'idée que tout le monde autour de M. Trump, c'est une gang d'incompétents. Il y a du monde brillant qui savent calculer, même si au niveau idéologique, on n'est pas d'accord avec eux. Vous savez, 60% environ, selon les sources qu'on consulte, 60-70% de l'aluminium utilisé aux États-Unis vient pas de ailleurs en général ou du Canada en général, il vient spécifiquement du Québec. Il n'y a pas d'alternative en approvisionnement d'aluminium pour les États-Unis. Donc, et les alumineries québécoises ont en général des contrats à moyen ou long terme avec les États-Unis, ce qui fait que pour eux, ça ne change rien. Ils vont vendre leur aluminium. Ce sont les acheteurs américains qui vont payer le tarif sur l'aluminium et ils ne peuvent pas aller l'acheter ailleurs parce qu'il n'y a pas de source ailleurs pour l'approvisionner, sauf peut-être l'Asie et la Chine, qui ne sont pas non plus les amis du président des États-Unis. Donc, il y a quelque chose de pas logique en termes économiques dans cette position-là, puis on verra si c'est maintenu, fait, transformé, appel téléphonique bidon avec le Canada, qui s'engage à faire quelque chose qu'il a déjà fait ou qu'il ne fera pas de toute façon. Il y a un côté mise en scène avec lequel on va devoir s'habituer à vivre, mais qu'on ne s'y trompe pas, on est déjà dans la négociation depuis quelque chose. C'est comme les lutteurs qui se disent des bêtises à l'emporte-pièce pendant plusieurs semaines avant le gros combat qui sera de toute façon arrangé d'avance. On est un peu dans ce type de mise en scène. Et on le sait, très fan de la WWE et de la lutte. Bon, quand on parle de négociation, on s'entend, il y a l'accord commercial, le nouvel ALENA, qu'il a lui-même négocié et signé lors de sa dernière présidence. Est-ce que dans votre esprit, ça presse là, de renégocier tout ça pour essayer d'avoir un peu des barrières, là, un peu un barème et de un peu encadrer la nouvelle réalité? Moi, je pense que c'est important que ce soit rapide. Lui, il souhaite ça, moi aussi, pas pour les mêmes raisons. Lui, il souhaite ça rapidement parce qu'il veut mettre en place quelque chose. Il veut livrer ce à quoi il s'est engagé en campagne électorale, en matière de sécurité, en matière de commerce, en matière de plusieurs choses où c'était d'abord être élu, puis on verra ensuite comment on peut le livrer. Pour nous, ici, c'est mettre fin le plus rapidement possible à l'incertitude. C'est mauvais pour l'économie, l'incertitude. Les entreprises s'expriment très ouvertement sur ça. C'est mauvais aussi au plan de la politique intérieure parce que la campagne de Doug Ford en Ontario est complètement contaminée par des parages à l'emporte-pièce aussi sur comment il va être le grand héros pour protéger l'économie, puis tous les politiciens embarquent dans cette espèce de jeu-là. C'est la question de l'urne. Oui, ça va être la question de l'urne. Donc, il est important de faire ça le plus vite possible, de faire ça de la façon la plus calme et rationnelle possible. On verra si on est capable de relever ce défi-là. Puis aussi, de mon point de vue, c'est que ce soit réglé avant l'élection à Québec de 2026, que ça ne vienne pas contaminer aussi l'élection au Québec
avec une compétition de qui va être le meilleur bon père de famille pour protéger les gens, une espèce de COVID-2 en termes de présentation politique. Donc, le plus tôt sera le mieux, à mon avis. Puis pour faire ça, et je réinsiste, il faut donner un mandat clair à quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un qui annonce le résultat de la prochaine élection fédérale, il vous dit littéralement n'importe quoi. Donc, ça peut être majoritaire, ça peut être minoritaire, ça peut être conservateur, ça peut être libéral. Le Bloc peut maintenir ses appuis, augmenter ses appuis. Tout est possible. La rondelle n'est pas sur la patinoire. Tout est encore possible. Mais il faut que quelqu'un, quelque part, ait un mandat clair. Ça passe par une élection pour que la population donne un mandat à un nouveau Parlement dont sera issu un gouvernement, quel qu'il soit, qui aura un mandat pour 2, 3, 4 ans, selon le résultat de l'élection, mais au moins un mandat d'aller négocier ça. Parce que pour l'instant, Justin Trudeau négocie un peu, sera suivi de la nouvelle chef du Parti libéral pendant un très court moment. Puis après ça, il y aura un gouvernement, quel qu'il soit, qui va encore une fois établir une autre négociation. On ne change pas d'avion au-dessus de l'océan. Il faut qu'il y ait un mandat clair de donner à quelqu'un, et ça passe par une élection rapide, dont je pense, malgré tout, que les Américains vont respecter la période électorale avec peut-être quelques tweets incertains, mais pas de gestes de négociation formels. C'est sûr que politiquement, ça nous arrive probablement à un des pires moments où là, on n'est pas extrêmement solide sur nos pattes. Monsieur Blanchet, on a encore cette menace-là qui plane au-dessus de notre tête, là, cette échéance dans 24 jours. Là, c'est là qu'il va un peu réévaluer sa menace initiale de tarifs. On a eu un petit sursis. Parmi les leçons qu'on essaie d'apprendre de ça, il y a de diversifier notamment nos marchés. Et là, il y a l'idée des pipelines là, qui refait un peu son apparition, qui est même remise de l'avant par certains partis qui avaient fait une croix là-dessus. Est-ce que ça vous inquiète, ça? En fait, je trouve que c'est fondamentalement malhonnête. Fondamentalement malhonnête parce que en très peu de jours, on a dit d'un côté, nous devons s'aborder la gestion de l'offre qui est fondamentale pour l'économie des régions du Québec. Et nous devons aussi revenir avec l'idée de dérouler un tuyau à travers le Québec pour envoyer du pétrole vers l'Europe. D'abord, l'Europe a réduit de façon très importante sa consommation de pétrole, donc la demande n'est pas nécessairement là. Outre ça, les Américains prennent déjà le pétrole canadien. Ils considèrent que c'est un peu leur pétrole dans leur cour arrière, donc ils vont continuer à l'utiliser. L'argument qu'ils passent par les États-Unis pour revenir au Canada, c'est comme si les États-Unis allaient mettre un embargo sur l'exportation de pétrole ou la circulation du pétrole canadien vers le Canada. Là, on est en pleine science-fiction. Donc, il n'y a pas de changement fondamental dans ce marché-là. Les enjeux environnementaux sont les mêmes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Les changements climatiques coûtent des milliards de dollars, plus que n'importe quelle forme de tarification. Les Québécois n'ont pas à payer ça, à subir ça, et ça n'a absolument pas d'impact sur le développement économique du Québec, qui doit mettre son argent vers un marché beaucoup plus intéressant, beaucoup plus durable, des énergies propres, qui sont notre signature et notre spécialité à nous. C'est comme de la fausse représentation, c'est d'utiliser l'incertitude, c'est d'utiliser l'insécurité pour ce bon vieux fantasme de l'Ouest canadien, de faire passer des tuyaux partout pour désenclaver le pétrole de l'Ouest canadien. C'est la seule vocation de ça. Ça donne rien au Québec. Et de voir les libéraux devenir aussi conservateurs que les conservateurs pour aller chercher des votes de conservateurs dans ce contexte-là, sur la base de fausses représentations, c'est très gênant. À Fox, en fin de semaine, M. Blanchet, Trump a réitéré son ambition d'annexer le Canada puis d'en faire le 51e État. Vous faites-vous partie de ceux et celles qui pensent ben là, c'est plus une blague, il est sérieux, et de quelle façon il risque d'arriver à ses fins? Bon, je pense qu'on a exclu une invasion, là, mais quoi qu'avec lui, on ne sait jamais, mais c'est quoi sa stratégie? C'est de nous étouffer, de nous mettre à genoux? Ça n'existe simplement pas. On perd notre temps avec cette histoire-là. Quand M. Trump sera plus président, le Canada va encore être reculons d'un pas, là. Ça a-tu de l'allure, ça n'a juste pas de bon sens. Mais on l'écoute, on fait des manchettes, on en parle, on le répète, il s'amuse, il y a du plaisir. Vous savez, même M. Trump, là, il peut dire n'importe quoi, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. La Constitution américaine est extrêmement réfractaire à l'ajout de nouveaux États. Dire le mot Constitution au Canada, ce qu'il faudrait faire, ça envoie tout le monde chercher des Advil pour le mal de tête, tellement ça ne s'envisage même pas ouvrir la Constitution canadienne. Le droit international est hostile à ça. Le droit à l'autodétermination est hostile à ça. La structure économique du Canada est très différente de celle des États-Unis. Les institutions sont très différentes. La tradition démocratique est même pas la même.
Et si le Canada devenait le 51e État américain, il serait résolument le plus gros et le plus démocrate, excluant les républicains de Donald Trump du pouvoir pendant quelque chose comme 50 ans. C'est une fable qu'on nous répète et nous, on fait la manchette avec ça et on perd un temps précieux qu'on pourrait mettre sur quelque chose de sérieux parce que ça ne l'est pas. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, merci beaucoup. Au plaisir. À très bientôt.